Les dirigeants européens n'ont pas mâché leurs mots lorsqu'il s'est agi de partager leurs pensées sur Vladimir Poutine. Et bien sûr, le Kremlin n'a pas apprécié cela parce que, laissez-moi vous dire, ce n'était pas une critique diplomatique que certains dirigeants ont exprimée. Ils ont été directs et honnêtes. Voyons d'abord les propos du président Macron, qui a traité Poutine d'ogre sanguinaire. Écoutez-le. Et donc, je pense que la Russie est depuis longtemps devenue une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Et son niveau d'investissement ne passe pas de 100% à 0% du jour au lendemain. Donc, un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus de 1,3 million d'hommes, ne reviendra pas à un état de paix et à un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Soyons naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il doit continuer à se nourrir. C'est donc un prédateur, un ogre à notre porte. Je ne dis pas qu'à partir de demain, la France va attaquer, mais cette menace pour les Européens ne doit pas être prise à la légère. Que pensez-vous de la Russie ? Cette interview a eu lieu après la rencontre du président Macron avec le président Trump et d'autres dirigeants européens, dont le président Zelensky d'Ukraine. Lors de cette réunion, ils ont discuté de comment instaurer la paix en Ukraine et empêcher la Russie de revenir. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, il s'agissait d'une réunion à huis clos. Mais nous commençons maintenant à avoir des indices sur ce qui a été discuté et décidé grâce à toutes ces interviews que les dirigeants ont données depuis la fin de la réunion. Voici le président Macron partageant ses impressions sur la réunion et ses décisions. Parlons des enjeux. Vous avez été ferme. Estimez-vous toujours qu'un cessez-le-feu est nécessaire ? Le président Trump, en route pour l'Alaska, a déclaré qu'il souhaitait qu'un accord de cessez-le-feu soit conclu. Sinon, il a dit qu'il y aurait des conséquences très graves. Pensez-vous qu'un cessez-le-feu soit encore possible ? Je l'espère. Appelons ça encore une trêve ou un cessez-le-feu. Mais pourquoi devons-nous d'abord arrêter les tueries pour de nombreuses raisons italiennes ? Deuxièmement, parce que si nous voulons des discussions sincères, raisonnables et globales afin de construire la paix, on ne peut pas organiser cette discussion autrement. Je veux dire, au milieu des bombes, regardez, aujourd'hui nous étions avec le président Zelensky. Le président Trump a appelé le président Poutine à la fin de notre réunion et nous nous sommes revus juste après cet appel. Entre-temps, l'armée russe a organisé une série de frappes contre des civils en Ukraine. Il est donc impossible pour un président ukrainien et des responsables ukrainiens d'avoir des discussions sur la paix. D'autres pays sont détruits et d'autres civils sont tués. C'est là qu'il est important de parler de ce que la Russie dit depuis tout ce temps. Vous voyez, depuis le début de cette guerre, cette invasion insensée lancée par Poutine, la Russie ne cesse de dire que tout le monde doit voir cette invasion du point de vue des Russes. Ils doivent comprendre d'où viennent les Russes. Eh bien, quand il s'agit de ces négociations, les Russes doivent comprendre d'où viennent les Ukrainiens. Je comprends les dirigeants ukrainiens, dont le président Zelensky, élu et tenu d'agir d'une certaine façon. Mais en tant qu'êtres humains, comment les Russes peuvent-ils s'attendre à ce que la délégation ukrainienne négocie calmement, négocie équitablement, alors que des drones russes et des missiles russes tuent des civils ukrainiens innocents et que la Russie enlève des enfants ukrainiens ? D'un point de vue humain, la Russie devrait aussi considérer la perspective ukrainienne sur cette question. Je sais que ce sera difficile pour Poutine, mais avec l'effondrement de l'économie de son pays, il devra peut-être trouver d'autres moyens de mettre fin au conflit. Écoutons la prochaine réponse, où le président Macron évoque la possibilité que Trump fasse pression sur Poutine pour accepter un cessez-le-feu. Écoutons, tous. Tous les dirigeants européens ont insisté auprès du président Trump sur ce point aujourd'hui et exigé qu'il continue de faire pression sur Poutine pour obtenir un cessez-le-feu immédiatement. Je serai très clair à ce sujet. Le président Trump a été le premier à proposer un cessez-le-feu en février. En mars, le président Zelensky a accepté le cessez-le-feu inconditionnel à Doha. Celui qui a toujours refusé un cessez-le-feu, c'est le président Poutine. Alors, le président Trump devrait-il imposer des sanctions au président Poutine ? Et le président Trump a été très clair sur le fait qu'après l'Alaska, sa perspective n'est pas seulement d'obtenir un cessez-le-feu, mais un accord de paix qui est beaucoup plus global.
Donc cela pourrait être une bonne nouvelle, mais il est clair que l'accord de paix ne sera pas rédigé du jour au lendemain. Cela prendra du temps, probablement quelques jours, quelques semaines. Durant cette période, une trêve est nécessaire. Voilà pourquoi je l'appelle ainsi. Pas un cessez-le-feu, si on veut employer un autre terme. Mais nous devons arrêter les tueries. Donc nous sommes tous d'accord avec vous, Monsieur le Président, sur le fait que nous devons augmenter la pression pour arrêter les tueries et lancer un processus afin d'obtenir un accord de paix complet. Voici nos objectifs. Pouvons-nous Le faire. Pouvez-vous exercer une pression sur Poutine ? Je suis tout à fait favorable au fait que si, à la fin de la journée, il n'y a pas de progrès sérieux lors de la réunion bilatérale ou s'il y a un refus de la réunion trilatérale et ou si les Russes ne respectent pas cette approche, oui, nous devons augmenter les sanctions secondaires et principales, afin d'accroître la pression sur les Russes pour qu'ils le fassent. Maintenant, après cela, il ajoute aussi que les gens oublient, en particulier ceux qui parlent de la manière de mettre fin pacifiquement à cette guerre. Ils oublient que ce n'est pas une guerre entre deux pays égaux. La Russie a commencé cette guerre. L'Ukraine doit se battre, sinon elle disparaît. Si la Russie cesse le combat, la guerre s'arrête. Si l'Ukraine cesse de se battre, elle perdra sa liberté. C'est exactement pour cela que nous ne devrions pas essayer de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle abandonne des choses qu'elle ne veut pas abandonner, afin de mettre fin pacifiquement à cette guerre. Nous devrions plutôt faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse les tueries et mette fin à cette invasion. Nous devons faire comprendre à la Russie que l'Ukraine est un pays souverain et que chaque pays souverain a le droit d'exister sans avoir à satisfaire son grand voisin. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de notre secrétaire d'État, Marco Rubio. Et il a dit cela après le grand sommet qui a eu lieu entre les dirigeants européens et le président Trump. Écoutez-le vous-même. Tout pays souverain dans le monde a le droit de conclure des alliances de sécurité avec d'autres pays, et il n'y a pas que l'OTAN. À que nous avons de telles alliances avec la Corée du Sud, nous en avons avec le Japon, d'autres pays en ont entre eux. Et donc, je pense que tout le monde reconnaîtrait, y compris d'ailleurs pour la première fois, la partie russe, sous la pression ou la suggestion du président Trump, qu'en fait une Ukraine post-conflit a le droit de conclure un accord de sécurité avec d'autres pays. Nous collaborons avec nos alliés européens et d'autres pays pour établir cette garantie de sécurité. Nous y travaillons actuellement. Nous poursuivrons ce travail qui devra être mis en place après un accord de paix pour que l'Ukraine se sente en sécurité et avance. Et nous coordonnons cela à l'heure où je vous parle. Nous sommes impliqués dans cette coordination. Donc oui, il y a plusieurs pays qui sont prêts à se manifester et à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Mais comme les Ukrainiens nous l'ont dit, et je pense qu'ils l'ont dit publiquement, vous savez, la garantie de sécurité la plus forte qu'ils puissent envisager pour leur avenir, c'est d'avoir une armée forte à l'avenir. L'autre dynamique a changé. Nous ne donnons plus d'armes ni d'argent à l'Ukraine. Nous leur vendons désormais des armes. Les pays européens financent cela via l'OTAN, qui achète et transfère des armes à l'Ukraine. Et d'ailleurs, le président Donald J. Trump est le seul dirigeant au monde, reconnu par tous les Européens, le seul dirigeant au monde capable de parler aux deux parties et de les réunir lors d'une rencontre. C'est Donald J. Trump, président des États-Unis. C'est le seul. Et le fait qu'il soit prêt à le faire est quelque chose dont chaque Américain, y compris les démocrates, devrait se réjouir. Nous avons un président de la paix. Nous devrions être fiers d'avoir un président qui fait de la paix une priorité. Eh bien, devinez quoi ? J'espère que nous aurons le courage de rester fidèles à ces paroles, car il semble que la Russie n'est pas très heureuse de la capacité de l'Ukraine à choisir ses partenaires en matière de sécurité. Juste après les commentaires de Marco Rubio, le ministre russe des Affaires étrangères, qui est en gros l'équivalent du secrétaire d'État russe, probablement le deuxième poste le plus élevé du gouvernement russe après Vladimir Poutine, a donné sa propre interview, et il a dit mot pour mot. Si l'Ukraine ne peut pas être un pays neutre et qu'elle veut s'allier à d'autres pays, alors l'Ukraine ne sera plus un pays indépendant. L'Ukraine indépendante va tout simplement disparaître. Je ne plaisante pas à ce sujet. Écoutez-le vous-même. Il y avait une très bonne ambiance et cela se ressent. Si maintenant le régime de Zelensky refuse d'accepter toutes ces caractéristiques, si maintenant le régime de Zelensky abandonne tout cela, il parle déjà d'armes nucléaires et de rejoindre l'OTAN. Il parle aussi de refuser la neutralité, mais probablement alors les fondements mêmes qui étaient au cœur de la reconnaissance de l'Ukraine comme État indépendant disparaîtront.
C'est très important. Sinon, le droit international ne jouera pas un rôle décisif. Mais ces règles n'ont jamais été formulées par l'Occident. Mais il les invente au cas par cas, lorsqu'il lui est nécessaire d'admettre quelque chose. Et dans une situation analogue, il le fait quand il a besoin d'être jugé dans une situation similaire. Mais cela ne fonctionnera pas. Cela n'arrivera plus. L'Europe affirme que la Russie a attaqué l'Ukraine sans provocation. Que tout cela, eh bien, ce sont des enfantillages. Bien sûr, c'est quelque chose dont nous parlons depuis le début de cette invasion. Poutine ne veut pas la paix. Poutine veut l'Ukraine. Il ne veut pas que l'Ukraine existe en tant que pays souverain. Et c'est exactement ce qu'ils disent, maintenant, publiquement. Et ce n'est pas seulement le gouvernement russe, l'administration russe, qui pense cela. En fait, dans l'une des vidéos récentes d'un autre youtubeur, Andres Nielsen, il partage l'histoire d'une conversation qu'il a eue avec un universitaire russe en 2021, où cet universitaire russe dit essentiellement que l'Ukraine n'a aucun choix. Comme si le fait que l'Ukraine puisse décider de son propre avenir n'a jamais été une option. C'est comme quand vous allez dans un restaurant, et c'est son analogie, pas la mienne. Quand vous allez dans un restaurant, vous pouvez commander ce que vous voulez tant que c'est sur le menu. Eh bien, selon cet universitaire russe, l'Ukraine n'a jamais eu le menu où elle pouvait choisir ses pays, choisir ses alliances. L'Ukraine est devenue indépendante le 24 août 1991 de l'Union soviétique. Selon des universitaires et responsables russes, l'indépendance de l'Ukraine reposait sur sa présence continue dans la sphère d'influence russe. Et maintenant que l'Ukraine essaie d'en sortir, eh bien, les responsables russes soutiennent que cela rend essentiellement l'accord d'indépendance de l'Ukraine nul et non avenu. Si l'Ukraine veut être souveraine, elle perd son indépendance. Et c'est exactement ce que Vladimir Poutine essaie de faire en ce moment. C'est la véritable raison pour laquelle Vladimir Poutine a commencé cette guerre en 2014, et c'est pour cela qu'il a commencé. L'invasion massive de 2022. Ils ont toutes ces autres excuses qu'ils avancent quand cela les arrange, quand cela sert l'argument russe. Poutine dira que c'est parce que l'Ukraine voulait rejoindre l'OTAN, ou Poutine dira que c'est parce que l'Ukraine persécutait les russophones, ou Poutine dira que c'est parce que l'Ukraine essayait de fermer la mafia de l'église orthodoxe russe. Toutes ces excuses ne sont que des prétextes. Ce ne sont pas les vraies raisons de cette invasion, car Trump a dit publiquement que l'Ukraine n'intégrerait jamais l'OTAN. Si c'était la raison, la guerre aurait dû commencer à ce moment-là. Si la véritable raison était vraiment de protéger la population russophone, Poutine ne bombarderait pas et ne pilonnerait pas les maisons de ces personnes qui parlent russe. La majorité des russophones d'Ukraine vivaient à l'Est, région que Poutine a quasiment détruite. S'il voulait vraiment aider la population russophone face à ces faux crimes qu'il a inventés à propos du gouvernement ukrainien, il ne mènerait pas cette guerre de la manière dont il le fait. Et si cela concernait vraiment l'église orthodoxe russe, devinez quoi ? Poutine pourrait cesser d'utiliser l'église comme outil d'espionnage pour le gouvernement russe, et aucun pays n'aurait alors de problème avec l'église orthodoxe russe. Ces raisons servent au juste à dissimuler le fait que la Russie refuse l'existence de l'Ukraine comme pays souverain. C'est quelque chose que les dirigeants européens comprennent, surtout ceux qui ont déjà eu affaire à Poutine, qui ont participé à ces réunions, où Poutine acceptait un cessez-le-feu, pour ensuite se réarmer et revenir pour une nouvelle invasion. Et c'est précisément pour cela que ces dirigeants sont aujourd'hui si catégoriques. Il n'y aura pas de paix durable sans de véritables garanties de sécurité. Sans garantie de sécurité, ce sera une répétition de Chamberlain cédant une partie de la Tchécoslovaquie à Hitler. Nous avons vu cela aussi bien en Géorgie qu'en Ukraine, mais vous savez, je continue d'insister sur les bases de tout cela. La souveraineté d'un État dépend de son indépendance et de son intégrité territoriale. Et après la Seconde Guerre mondiale, qui pour nous fut la guerre d'hiver et la guerre de continuation, la Finlande a conservé son indépendance, contrairement par exemple à nos amis baltes, malheureusement. Mais nous avons perdu notre souveraineté du territoire. La différence, c'est qu'à l'époque, la Finlande était seule, alors qu'aujourd'hui, l'Ukraine ne l'est pas. Et c'est pourquoi je pense qu'il est si important que nous tous, à la fois l'équipe Europe et l'équipe américaine, continuions à œuvrer pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Honnêtement, travailler sur les garanties de sécurité assurera la souveraineté et renforcera aussi l'intégrité territoriale. Président Souba, je vous remercie pour votre temps et merci beaucoup.